L'école m'a appelé à 15h47 un mardi après-midi et m'a dit que ma fille m'attendait depuis 3 heures. Je n'avais pas de fille. J'avais 32 ans. Je vivais seul dans un appartement d'une chambre dans le nord-est de Portland. Depuis 6 ans. Je n'avais pas eu de relation sérieuse depuis 3 ans. Je conduisais une Subaru Outback. J'avais 3 plantes en pot et une cafetière pour laquelle j'étais très exigeant. Je travaillais comme développeur logiciel senior pour une entreprise de fintech dans le Pearl District, la plupart du temps en télétravail. Et les mardis après-midi, je travaillais depuis ma table de cuisine avec un casque à réduction de bruit sur les oreilles. J'ai pris l'appel parce que le numéro commençait par l'indicatif 541, et 541 correspondait à Bend, dans l'Oregon, et la seule personne que je connaissais à Bend était la grand-mère de mon colocataire d'université, Owen, qui avait 84 ans et m'appelait 2 fois par an pour me demander si j'avais enfin trouvé une femme. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une femme que je ne connaissais pas. Bonjour, ici Riley Hennessy, directrice de l'école primaire Cascade Heights à Bend. Est-ce bien Queen Sinclair à l'appareil? Oui. Monsieur Sinclair, votre fille, Iris, n'a pas été récupérée à l'école aujourd'hui. Elle attend au bureau depuis 3 heures. Nous ne parvenons pas à joindre les autres contacts d'urgence. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement, sinon nous devrons contacter les services de protection de l'enfance pour négligence. J'ai retiré mon casque. Je suis désolé. Vous avez fait un mauvais numéro. Je n'ai pas de fille. J'ai 32 ans. Je suis célibataire. J'habite à Portland. Je n'ai pas mis les pieds à Bend depuis 5 ans. Monsieur Sinclair, votre nom figure sur la fiche de contact d'urgence de cet enfant. Votre numéro de téléphone correspond. Votre adresse résidentielle est répertoriée dans le nord-est de Portland. Êtes-vous Queen Stewart Sinclair, née le 3 juin 1992? Je suis resté pétrifié. Oui. Alors vous devez venir à Bend immédiatement. Le trajet est d'environ 3 heures. Vous devez partir maintenant, sinon nous appellerons la police. Il y a une erreur. Je n'ai pas de fille. Je n'ai jamais eu de fille. Monsieur Sinclair, votre nom a été ajouté à la fiche de contact d'urgence de cet enfant par sa mère en septembre de l'année dernière. Votre nom était appuyé par des documents notariés que notre district a acceptés à ce moment-là. Nous avons tenté de vérifier cet ajout directement avec vous lorsqu'il a été fait. Mais nos appels ont abouti sur votre messagerie vocale et n'ont jamais été retournés. Madame Bellamy est notre contact principal depuis 6 ans. Elle est là. Seule autre personne inscrite sur la fiche en dehors de vous-même. Nous n'avons pas pu la joindre depuis 13h30 cet après-midi. Ses parents, les contacts secondaires, ne répondent pas non plus à leur téléphone. Nous avons une enfant de 6 ans assise dans notre bureau depuis 3 heures, qui attend que quelqu'un vienne la chercher. La ligne est devenue silencieuse. J'ai essayé de me souvenir de septembre de l'année dernière. Il y avait eu des semaines entières où je laissais les appels inconnus aller sur la messagerie. J'effaçais les messages des numéros que je ne reconnaissais pas sans les écouter. C'était une habitude que je regrettais amèrement maintenant. J'ai demandé, avez-vous dit Madame Bellamy? Oui, Mav Bellamy. J'ai fermé les yeux. À l'été 2018, j'avais eu une relation de 6 semaines avec une graphiste nommée Mav Bellamy. Elle vivait à Bend. J'étais en visite depuis Portland pour le mariage d'un ami. Nous nous étions rencontrés au dîner de répétition. Nous étions sortis ensemble pendant 6 semaines. Nous nous étions séparés fin août quand j'étais rentré à Portland pour mon travail. Elle
avait 26 ans. J'avais 26 ans. Nous n'avions pas gardé contact. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 6 ans et demi. Je pars maintenant. Madame la directrice, je prends la route pour Ben tous deux. Suite. Je serai là dans 3 heures. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. S'il vous plaît, dites-lui. Dites à la petite fille que quelqu'un arrive. J'ai raccroché. Je suis resté assis à ma table de cuisine pendant 30 secondes. Je me suis levé. J'ai mis une veste. J'ai pris mes clés. J'ai conduit jusqu'à Bend. Le trajet de Portland à Bend prend 3 heures à travers le haut désert si l'on ne s'arrête pas. Je ne me suis pas arrêté. J'ai respecté les limitations de vitesse. Parce que je ne voulais pas être arrêté par la police. Je tenais le volant à 2 mains. J'essayais de ne pas réfléchir. J'y réfléchissais quand même. Mav Bellamy, des cheveux auburn, un rire qui surgissait de nulle part. Elle était graphiste pour une agence de marketing à Bend, travaillant sur des campagnes touristiques pour le haut désert. Nous nous étions rencontrés lors d'un dîner de répétition dans un domaine viticole. Nous avions passé 6 semaines ensemble à faire de la randonnée, du kayak, à boire du café dans son endroit préféré sur Galveston Avenue. J'avais logé chez elle la plupart des nuits de ces 3 dernières semaines. Nous avions été prudents. Nous avions utilisé des protections. Nous n'avions pas été assez prudents. J'étais rentré à Portland. Je lui avais envoyé 2 SMS en septembre 2018. Elle avait répondu chaleureusement mais brièvement. En octobre, nos messages s'étaient arrêtés. J'avais supposé qu'elle était passée à autre chose. Je n'avais pas insisté parce que j'avais 26 ans, que j'étais sur la défensive. Émotionnellement, que je commençais un nouveau travail et que j'étais convaincu que les relations à distance ne fonctionnaient jamais. Je n'avais plus entendu parler d'elle depuis pendant 6 ans et demi. Mon téléphone a sonné à nouveau à 17h14. J'étais aux abords de Madras, à mi-chemin du trajet. C'était encore Riley Hennessy. Monsieur Sinclair, je dois vous dire autre chose avant que vous n'arriviez. Nous venons de réussir à joindre l'un des contacts d'urgence secondaire, le grand-père d'Iris, Austin Bellamy. Il est à l'hôpital. Il vient d'avoir un incident cardiaque lors de son rendez-vous en cardiologie qui a duré plus longtemps que prévu. Sa femme est restée avec lui. D'accord. Monsieur Sinclair, Mav Bellamy est décédé il y a 2 jours. L'école n'avait pas encore envoyé les mises à jour à l'échelle du district dans tous nos systèmes de contact d'urgence. Les grands-parents avaient prévu de venir chercher Iris aujourd'hui, mais le rendez-vous de cardiologie a tourné à l'urgence, et ils ont oublié. Iris a été à l'école toute la journée, sans savoir que sa mère est partie. Elle est venue ce matin en pensant que c'était une journée d'école normale. Monsieur Sinclair, cette petite fille a vécu la pire semaine de sa vie, et elle est assise dans notre bureau en attendant son père. J'ai serré le volant. Comment Mav est-elle morte? Elle était malade depuis un certain temps. Je ne connais pas les détails. Exact. Les grands-parents vous les donneront à votre arrivée. Merci, monsieur Sinclair. Encore une chose. Oui. Iris parle de vous depuis 1 an. Sa mère lui avait parlé de vous. Elle savait que vous viendriez. J'ai conduit le reste du trajet jusqu'à Ben sans parler, sans respirer correctement, les 2 mains sur le volant alors que le soleil de fin d'hiver se couchait à travers mon pare-brise. Je suis arrivé à l'école primaire Cascade Heights à 19h18. Le bâtiment était techniquement fermé. Le parking était vide, à l'exception de 2 voitures.
L'entrée principale était verrouillée. Une femme en manteau de laine attendait devant la porte. Monsieur Sinclair? Oui. Je suis Riley Hennessy. Merci d'être venu. Iris est dans mon bureau avec notre conseillère scolaire. Elle a déverrouillé la porte. Je l'ai suivie à travers des couloirs sombres. Le bureau de la directrice était petit et chaleureux. Il y avait un canapé sous la fenêtre. Il y avait un bureau avec une lampe de banquier. Il y avait une étagère avec des livres d'images et de petits animaux en peluche. Une femme à peu près du même âge que Riley était assise sur une chaise à côté du canapé. Voici Lénia Branley, notre conseillère scolaire. Bonjour, monsieur Sinclair. J'ai fait un signe de tête. Je ne pouvais pas parler. Sur le canapé, près de la fenêtre, était assise une petite fille avec un pull bleu et des leggings gris. Elle tenait un éléphant en peluche. Ses cheveux étaient sombres. Ses yeux étaient marrons. Elle semblait peser à peine 20 kilos. Elle a levé les yeux vers moi. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas couru. Elle a regardé mon visage pendant un long moment. Elle a regardé mes cheveux. Elle a regardé mes mains. Elle s'est levée. Elle a marché lentement sur le sol du bureau et s'est arrêtée à 60 centimètres de moi. Est-ce que tu es mon papa? Je me suis mis sur un genou. J'ai essayé de parler. Je n'ai pas pu. J'ai réessayé. Oui, ma puce. Je suis ton papa. Elle a étudié mon visage pendant un autre instant. Puis elle a lâché l'éléphant sur le tapis et a passé ses bras fins autour de mon cou. Elle s'agrippait comme si elle attendait de le faire depuis 6 ans. Peut-être que c'était le cas. C'est bon, papa. Tu es là maintenant. J'ai serré ma fille. Je l'ai tenue pendant très longtemps. La conseillère scolaire, Lénia, pleurait doucement sur sa chaise. La directrice, Riley, se tenait près de la porte sans pleurer, sans sourire, observant simplement, de la façon dont on observe quelque chose dont on se souviendra toute sa vie. Après ce qui m'a semblé être 10 minutes, mais n'en était probablement que 2, Iris a lâché prise. Elle a ramassé l'éléphant. Elle m'a regardé avec cette sorte de sérieux pragmatique qu'ont les enfants de 6 ans. Maman a dit que tu viendrais de Portland. Elle avait raison. Est-ce que tu es venu avec ta voiture? Oui. C'est quoi comme voiture? Une Subaru bleue. Elle a hoché la tête pensivement. Maman en avait une verte, mais elle est tombée en panne l'année dernière. Qu'est-ce qu'elle avait? Maintenant? Une Toyota rouge avec des bosses sur le devant parce qu'elle a percuté un cerf. Une fois. Ça a l'air d'être une voiture utile. Elle l'est. Elle a regardé vers la directrice. Est-ce que je peux partir avec lui maintenant, Madame Hennessy? Riley m'a regardé. Monsieur Sinclair, les grands-parents sont toujours à l'hôpital. Ils aimeraient que vous emmeniez Iris à leur ferme. Ils vous y rejoindront. D'accord. L'adresse est dans nos dossiers. Je vais vous imprimer l'itinéraire. J'ai ramassé le petit sac à dos violet d'Iris dans un coin du bureau. J'ai pris son éléphant. J'ai tenu sa main. Elle a tenu la mienne en retour. Elle ne s'est pas retournée vers l'école alors que nous sortions. Sur le parking, elle a regardé ma Subaru. Elle est plus bleue que je ne le pensais. Ça te va? Oui. Je l'ai aidée à s'installer sur le siège arrière. Elle s'est assise derrière le siège passager, pas derrière le conducteur. J'ai réalisé plus tard que c'était parce que c'était là que sa mère l'installait toujours dans la Toyota rouge. Elle voulait me regarder à travers le rétroviseur intérieur.
Je suis sorti du parking de l'école. Elle a dit, papa. Oui. Maman a dit que quand je te rencontrerai, je devrais te dire quelque chose. D'accord. Elle a dit que je devais te dire qu'elle était désolée. J'ai serré le volant. Ma puce, elle n'a pas à être désolée. Elle a fait un travail merveilleux avec toi. C'est ce qu'elle avait dit que tu dirais. J'ai conduit un moment en silence. Après 10 minutes, elle a dit, papa. Oui. Comment est-ce que je t'appelle? Comment as-tu envie de m'appeler? Elle y a réfléchi sérieusement. Papa. Je pense que papa, c'est bien. Alors appelle-moi papa. D'accord, papa. La ferme des Bellamy se trouvait à 20 minutes de Bend, sur une route de comté, qui serpentait entre les herbes sèches et les pins. C'était une ferme à 2 étages avec un porche enveloppant, une grange rouge derrière, un poulailler. 3 pics UPS dans l'allée. Un homme d'un peu plus de 70 ans se tenait sur le porche à mon arrivée. Il était grand, buriné, avec de larges épaules. Il portait une chemise en flanelle grise et un jean de travail. Ses cheveux étaient blancs. Son visage était marqué par les rides. Il avait pleuré. Une femme se tenait à ses côtés. Elle était plus petite, les cheveux gris, vêtue d'un gilet bleu marine. Ses mains étaient croisées devant elle. Je me suis garé. J'ai détaché Iris du siège arrière. Il est porté sur ma hanche. En montant les marches du porche. Elle était légère mais solide. Elle tenait mon col d'une petite main. Le grand-père m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Il regardait sa petite fille sur ma hanche. Il a dit une seule chose, vous avez les mêmes mains. Sa femme, la grand-mère d'Iris, a dit doucement, Augustine, laisse-les entrer. L'enfant a besoin de manger. Nous sommes entrés. La cuisine était chaude. Il y avait un ragoût de bœuf sur la cuisinière. Il y avait du pain sur le comptoir. Il y avait une cafetière prête. La grand-mère avait cuisiné pour s'occuper les mains, je comprendrai plus tard que c'était parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Iris a couru vers sa grand-mère et l'a serrée par la taille. Grand-mère. Bonjour, ma petite chérie. Tu as faim? Un peu. Assieds-toi à table. Iris s'est assise. Sa grand-mère lui a versé un verre de lait. Le grand-père et moi nous tenions dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il a dit doucement, dehors, juste une minute. Je l'ai suivi sur le porche. Il a refermé la porte derrière lui. Il a regardé la cour sombre, les pins et la grange délavée. Quand il a parlé, sa voix était rauque. Vous. Après 7 ans. Monsieur Bellamy. Austin. Austin. Monsieur, je ne savais pas. Vous ne saviez pas quoi? Je ne savais pas pour elle. Il s'est tourné et m'a regardé. Son visage était parfaitement immobile. Qu'est-ce que vous voulez dire par « je ne savais pas » ? Monsieur, j'ai eu une relation avec votre fille à l'été 2018. 6 semaines. Je suis rentré à Portland fin août. Nous avons échangé quelques SMS en septembre. En octobre, nous avions arrêté. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Je ne savais pas qu'elle avait eu un enfant. Je ne savais pas qu'elle élevait ma fille. Depuis 6 ans. J'ai appris tout cela à 15h47 cet après-midi, quand l'école m'a appelé. Il m'a fixé du regard. Ma fille ne m'a jamais dit qu'elle ne vous l'avait pas dit. Non, monsieur. Elle m'a laissé croire pendant 7 ans que vous saviez, qu'elle vous l'aviez abandonné, que vous saviez que vous aviez un enfant et que vous ne reviendriez pas pour elle. Monsieur,
Je suis tellement désolé. Il s'est détourné. Il a regardé la grange pendant un long moment. Lorsqu'il s'est retourné, son visage avait changé. Pas chaleureux, mais différent. J'ai porté 7 ans de colère contre le mauvais homme. Austin, vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi. Le choix de ma fille était son choix. Je ne suis pas en colère contre vous. Je suis en colère contre elle, et je ne peux pas être en colère contre elle parce qu'elle est morte. Je sais, monsieur. Il est resté là pendant un long moment. Il a dit, elle a laissé une lettre. Pour vous. Une lettre à l'intérieur de son appartement, sur la table de la cuisine, avec votre nom dessus. Elle l'avait préparée depuis 2 mois. Elle a laissé des instructions pour qu'elle ne vous soit remise qu'après sa mort et seulement quand vous viendriez pour Iris. Elle m'en a parlé la semaine dernière. Souviens de chacune, les petites surtout. Ce moment où tu étais sur le point de... Vous l'avez lu? Non, j'en ai eu envie. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi pas? Parce qu'elle l'a écrite pour vous, pas pour moi. Il m'a regardé. Iris dormira ici ce soir. Elle est ici toutes les nuits depuis que Mav est devenue trop malade. Demain matin, vous reviendrez ici à 9 h, et vous m'accompagnerez à l'appartement de Mav pour récupérer la lettre et la lire. Ensuite, nous nous assoirons et nous verrons ce qui va se passer par la suite. Oui, monsieur. Et monsieur Sinclair. Queen. Queen. Ce soir, à cette table, vous et moi allons être civils pour le bien de cet enfant qui est à l'intérieur. Elle a vécu la pire semaine de sa vie. Nous allons la nourrir et la mettre au lit. Et elle va dormir ce soir en sachant que son père est venu pour elle. Quoi qu'il se passe entre nous demain, cela se passera demain. Ce soir, nous dînons. Oui, monsieur. Nous sommes retournés à l'intérieur. Iris a mangé du ragoût de bœuf et 3 tranches de pain. Elle m'a parlé de sa maîtresse, Madame Tomlinson, et de son meilleur ami à l'école, un garçon nommé Ben, à qui il manquait une dent devant. Elle m'a parlé de son éléphant, qui s'appelait Monsieur Pickles et qui était avec elle depuis ses 3 ans. Elle m'a parlé de son chat, Toby, qui était à l'appartement et qu'il faudrait aller chercher demain. J'ai écouté. J'ai posé des questions. J'ai appris que ma fille aimait les chevaux, avait peur des araignées, savait lire au niveau du CE2 et apprenait le piano. Après le dîner, la grand-mère d'Iris l'a aidé à mettre son pyjama. Je me suis assis sur le bord d'un petit lit simple dans une chambre d'amis qui était visiblement devenue la 2e chambre d'Iris ces derniers mois. Il y avait une collection de peluches sur une étagère. Il y avait une petite lampe de lecture. Il y avait une photo sur la table de chevet de Mav et Iris dans un champ de citrouilles. J'ai lu à Iris un chapitre du Petit Monde de Charlotte. C'était le livre sur son chevet. Elle s'est endormie avec une main sur Monsieur Pickles et une main sur mon avant-bras. Je suis resté là pendant une demi-heure. J'ai dormi cette nuit-là dans un hôtel du centre-ville de Bend. Je n'ai pas bien dormi. Le lendemain matin, j'étais à la ferme d'Austin à 8h55. Il était déjà dans son pick-up. Je suis allé avec lui jusqu'à l'appartement de Mav. L'appartement était un 3 pièces dans un complexe de style cottage sur le côté ouest de Bend. Augustine a déverrouillé la porte avec une clé. L'appartement sentait la jeune femme et sa fille, la lavande, le café, une légère trace de fourniture d'art. Les dessins d'Iris étaient sur le réfrigérateur. Une petite collection de peluches était sur une étagère. Des photos étaient sur une table d'appoint, Mav et Iris à la plage, Mav et Iris dans un champ de citrouilles, Mav et Iris devant un sapin de Noël l'année dernière, alors que Mav était déjà malade mais souriante.
Une enveloppe scellée était posée sur la table de la cuisine. Mon nom était écrit dessus. L'écriture était celle de Mav. J'avais reçu exactement un seul morceau de papier de la part de Mav dans ma vie, une carte postale qu'elle m'avait envoyée lors d'un voyage professionnel en octobre 2018, 6 semaines après notre séparation. L'écriture était la même. Austin m'a regardé voir l'enveloppe. Ma fille a écrit cela pour vous. Elle l'avait prête depuis 2 mois. J'ai eu envie de l'ouvrir. Je ne l'ai pas fait. C'est à vous, monsieur. Est-ce que je peux la prendre? Oui. Il a regardé autour de l'appartement. Je vais sortir un instant. Je vais m'asseoir sur le perron. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Il est sorti. Je me suis assis à la table de la cuisine de Mav. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai lu la lettre. C'était 6 pages de papier à lettres épais, datées de 3 semaines avant son décès. Queen, si tu lis ceci, c'est que je suis morte. Tu es venu pour Iris, et tu as 1000 questions. Je vais répondre au plus grand nombre possible. Je suis désolé de ne pas pouvoir y répondre en personne. J'avais prévu de t'appeler la semaine prochaine. J'ai prévu de t'appeler depuis presque 3 mois. J'ai été lâche. Je vais commencer par le début. L'été 2018 était réel. Je veux que tu saches que ce n'était pas une aventure. C'était réel. Je me souviens de chaque café au Lone Pine, de chaque randonnée à Smith Rock, de chaque nuit où tu as dormi chez moi. Tu étais gentil, curieux et sur la défensive émotionnellement d'une manière que j'ai reconnue parce que j'étais pareil. Nous étions 2 personnes prudentes qui ont baissé leur garde. Exactement au même moment pendant 6 semaines, puis qui l'ont remonté parce que la géographie ne collait pas et que nous avions tous les 2 peur. Je n'avais pas peur de ce que je pensais. J'avais peur de combien tu m'avais plu. En octobre 2018, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais arrêté de répondre à tes SMS parce que j'essayais de comprendre ce que je ressentais et ce que je devais faire. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pris une décision. En environ 12 heures, à laquelle j'ai pensé chaque jour pendant les 6 dernières années. J'ai décidé de ne pas te le dire. Mes raisons à l'époque me semblaient bonnes. J'avais 26 ans. J'étais stable financièrement. J'avais un emploi stable. Mes parents vivaient à 20 minutes de là, ils étaient en bonne santé et me soutenaient. Je pouvais élever cet enfant seul. Tu avais 26 ans dans un nouveau job, tu vivais à 3 heures de là, et tu m'avais dit que tu n'étais pas encore prêt pour des choses sérieuses dans ta vie. J'ai eu l'impression qu'en te le disant, je t'imposerais une décision que tu n'avais pas la maturité de prendre librement. J'avais l'impression d'être généreuse en t'enlevant ce choix. Je sais aujourd'hui que j'étais arrogante. Je sais maintenant que ce que j'appelais de la générosité n'était en fait que la peur du rejet, la peur de te le dire, que tu répondes je ne peux pas faire ça, et de devoir passer le reste de ma vie en sachant que je n'avais pas été choisi. Alors je ne t'ai pas donné la chance. J'ai pensé à cette décision chaque jour depuis la naissance d'Iris. Je n'ai pas regretté Iris. J'ai regretté la façon dont je l'ai fait. Iris est née le 19 février 2019. Elle était minuscule. Elle était parfaite. Elle a été la joie de ma vie pendant 6 ans. J'ai été une bonne mère pour elle. Je n'ai pas été parfaite, mais j'ai été bonne. En avril 2023, on m'a diagnostiqué un cancer du pancréas de stade 4. Mes médecins m'ont donné 18 à 24 mois. J'avais 31 ans. Iris en avait 4. Je ne te l'ai pas dit alors. J'aurais dû. Je me disais que je t'appellerais bientôt. Pendant 2 ans, je me suis dit bientôt.
C'est le grand regret de ma vie de ne pas t'avoir appelé quand j'avais encore l'énergie de le faire correctement. Il y a 18 mois, j'ai commencé à préparer la suite. J'ai engagé Emerson Donaldson, un avocat spécialisé en droit de la famille ici à Bend. Emerson a fait le travail juridique et aussi le travail pratique. Il a engagé un enquêteur qui a confirmé ton adresse actuelle, a confirmé que tu vivais toujours à Portland, a confirmé que ton numéro de téléphone était le même depuis 2018. Tu ne l'avais pas changé. Cela a tout rendu possible. Nous avons préparé une reconnaissance de paternité, une demande de garde, et une lettre notariée expliquant que tu es le père biologique d'Iris. J'ai changé les contacts d'urgence de l'école d'Iris il y a 6 mois pour te mettre en premier. J'ai fait tout cela pour qu'à ma mort, le mécanisme juridique s'active sans que j'ai besoin d'être là. L'école a essayé de t'appeler quand je t'ai ajouté. Tu n'as pas répondu. J'avais demandé à Emerson de laisser des messages vocaux précis, mais tu n'as jamais rappelé. J'ai supposé que tu filtrais les numéros inconnus. Je me suis dit que ce n'était pas grave, le moment venu, l'école t'appellerait à nouveau, et cette fois tu répondrais. Je réalise maintenant à quel point c'était arrogant. Si tu n'avais pas répondu à l'appel d'hier, j'aurais échoué envers Iris 2 fois. Je m'étais promis de t'appeler ensuite. Je ne l'ai jamais fait. Puis, la semaine dernière, j'ai eu une complication pendant ma chimiothérapie que mes médecins n'avaient pas prévue. Je t'écris depuis un lit d'hôpital. Je ne rentrerai pas chez moi. Il me reste entre 4 jours et 3 semaines. Ils ne peuvent pas me dire combien exactement. Je n'ai plus de semaine prochaine. Queen, je te demande une seule chose, sois son père. Pas parce que tu me le dois. Pas parce que tu le lui dois. Parce qu'elle est à toi. Parce qu'elle est une personne remarquable. Parce qu'elle sait pour toi depuis la dernière année de sa vie. Je lui ai dit que tu étais un homme bon qui vivait à Portland et que tu l'aimerais quand tu la rencontrerais. Je lui ai dit ça parce que je voulais qu'elle soit prête pour toi. Elle est prête pour toi depuis 1 an. Queen, je n'ai pas été prête à t'appeler. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. L'autre chose que je dois te dire, mes parents, Austin et Adelina, croient que tu m'as abandonné. Ils pensent que tu savais que j'étais enceinte et que tu n'es pas revenu. Je n'ai jamais rectifié cela parce que je n'arrivais pas à dire à mon père ce que j'avais réellement fait. Il est en colère contre toi depuis 7 ans. Il ne connaît pas la vérité. S'il te plaît, dis-le lui. Il sera en colère. Il finira par comprendre. Il aime Iris plus que tout au monde. Il deviendra ton allié si tu lui donnes du temps et que tu lui dis la vérité. Dernière chose que je veux que tu saches, après l'avoir vu grandir pendant 6 ans, Iris est la meilleure personne que j'ai jamais connue. Elle est patiente. Elle est gentille. Elle remarque les choses. Elle remarquera tout chez toi. Ne joue pas de rôle pour elle. Ne prétends pas savoir ce que tu ne sais pas, sois simplement présent. Sois honnête. Dis-lui quand tu es triste. Dis-lui quand tu as peur. Dis-lui quand tu ne sais pas comment faire quelque chose. Elle te respectera pour cela. Elle est petite, mais elle est sage. Je ne suis pas désolé de la laisser avec toi. Elle t'appartient autant qu'elle ne m'a jamais appartenu. Je suis désolé pour les années perdues. Je suis désolé de ne pas avoir appelé. Je suis désolé que tu lises ceci dans mon appartement au lieu de me rencontrer dans un café. Je suis désolé, Queen. Sois son père. C'est la seule chose que je te demande. Sois son père. Mav.
PS elle aime les chevaux. Elle a peur des araignées. Elle lit au niveau du. Ce 2. Son chat s'appelle Toby, c'est un poltron, et tu dois le protéger des chiens du quartier. Bonne nuit. Je suis resté assis à la table de Mav pendant 45 minutes après avoir fini de lire. Il a lu la lettre 4 fois. J'ai pleuré pour la première fois en 4 ans. Je suis sorti. Austin était assis sur le perron. Il m'attendait. Je me suis assis à côté de lui. Je lui ai tendu la lettre. Lisez-la. Elle est pour vous. Lisez-la. Vous en avez besoin. Il l'a prise. Il a mis ses lunettes de lecture. Il a lu pendant 15 minutes sans dire un mot. Quand il a eu fini, il a plié la lettre soigneusement et me l'a rendue. Il ne m'a pas regardé pendant un long moment. Quand il l'a fait, ses yeux étaient mouillés. Ma fille. Oui, ma fille a été une lâche à la fin. Monsieur, nous sommes tous des lâches à la fin. Il a hoché la tête lentement. Et vous? Vous ne l'avez pas abandonné. Non, monsieur. Je me suis trompé pendant 7 ans. Vous n'aviez pas l'information. J'aurais dû lui demander. Elle ne vous l'aurait pas dit. Il a encore hoché la tête. Il a regardé la porte de l'appartement. Queen? Oui. Quel est votre plan? Je vais emménager à Bend. Il m'a regardé. Vous avez un travail à Portland. Une petite somme d'argent sur un compte séparé au cas où le compte principal. Mon travail se fait à distance. J'y ai déjà réfléchi. Je vais vendre mon appartement. Je vais louer une maison ici. Je serai à 6 minutes de votre ferme. Iris vous verra, vous et Adelina, 3 fois par semaine. Elle connaîtra ses grands-parents. Elle connaîtra son père. Elle connaîtra tous ceux qu'il aime. La réserve est encore en place. Il a médité là-dessus. Vous avez réglé ça rapidement. J'y ai réfléchi pendant le trajet hier. Il a hoché la tête. Il s'est levé. Il m'a tendu la main. Queen, je vous dois des excuses que je ne pourrai jamais pleinement formuler. Je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter. Est-ce que vous l'acceptez? Je me suis levé. Je lui ai serré la main. Il n'y a rien à racheter, Austin. Nous sommes une famille maintenant, quoi qu'il se soit passé. Il a gardé ma main dans la sienne un long moment. Il a dit, bienvenue à Bend. Correspondu à l'image. Tu peux survivre à la déception avec moi. Tu ne peux pas. Le test ADN a confirmé ce que nous savions déjà. Je suis allé dans une clinique. Avec Iris cet après-midi-là. Elle a trouvé le frottis buccal hilarant. Le technicien de laboratoire lui a donné un autocollant qui disait « de petit patient ». Courageux. Elle l'a collé sur son éléphant. Les résultats sont arrivés 5 jours plus tard, 99,99% de probabilité de paternité. J'ai appelé ma mère, Bridget, ce soir-là depuis ma chambre d'hôtel. Elle avait 64 ans, était retraitée et vivait à Rochester, New York. Maman? Qu'est-ce qu'il y a, Queen? Maman, j'ai une fille. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Elle a dit, raconte-moi. Tout. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté pendant 40 minutes sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, Queen, je prends un vol pour Ben demain. Je dois rencontrer ma petite fille. Elle est arrivée le lendemain après-midi. Elle a rencontré Iris à la ferme des Bellamy. On avait dit à Iris le matin même qu'elle avait une grand-mère à Rochester nommée Bridget qui voulait la rencontrer. Iris s'est avancée vers ma mère sur le porche et a dit, « Salut, je suis Iris. Je suis ta petite fille. » Ma mère s'est assise sur la marche du porche, a pris ma fille sur ses genoux et
a éclaté en sanglots. Adelina, qui regardait depuis la porte, pleurait aussi. Austin était assis dans son rocking chair et regardait les pins, il ne pleurait pas, mais sa main sur la coudoir tremblait. J'ai appelé mon meilleur ami, Owen Kigley, au travail le lendemain matin. Owen, j'ai besoin de 3 semaines de congé. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Il m'a dit, Quinn, prends 6 semaines. Prends tout le temps qu'il te faudra. Je vais couvrir ton travail. Va apprendre comment on devient un père. J'ai appelé mon avocat, Niall Pierce, à Portland, un spécialiste du droit de la famille recommandé par les RH de ma boîte. Il a examiné les documents préparés par Mav. Quinn, ce qu'elle a mis en place ici est inattaquable. Reconnaissance de paternité. Demande de garde prédéposée. Les grands-parents n'ont aucun fondement juridique pour contester, même s'ils le voulaient, ce qui n'est pas le cas. L'audience n'est qu'une formalité. Tu seras légalement le père d'Iris dans 8 à 12 semaines. Niall, je veux que tout cela se passe amicalement. Il faut que les grands-parents restent présents dans sa vie. Je comprends. Je rédigerai la demande dans ce sens. Nous resterons dans la coopération. L'audience pour la garde a eu lieu le 14 mai 2025, au tribunal de circuit du comté de Deschutes. Austin a témoigné en faveur de la demande. Il a dit : Votre honneur, ma fille a tout préparé à l'avance parce qu'elle savait que son temps était compté. L'homme que vous voyez ici est le père que ma petite fille attendait. Ma femme et moi soutenons pleinement cette demande. Nous demandons seulement à continuer de faire partie de sa vie. La juge, l'honorable Maureen Whittaker, une femme de 67 ans qui siégeait au tribunal de la famille depuis 20 ans, a lu la requête, les résultats ADN et la lettre notariée de Mav. Elle m'a regardé. Monsieur Sinclair, votre fille a beaucoup de chance. Sa mère a vu clairement ce dont elle avait besoin et a pris ses dispositions. Votre rôle est d'être le père que cet enfant attendait. Êtes-vous prêt à le faire? Oui, votre honneur. Alors cette requête est accordée. Iris Bellamy Sinclair est sous votre garde à compter d'aujourd'hui. Elle a frappé avec son marteau. Iris était dans la salle d'audience avec Adelina. Elle a traversé la salle et s'est tenue à côté de moi. Elle a pris ma main. La juge l'a regardée. Iris, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, votre honneur. Es-tu contente de cette décision? Oui, votre honneur. Pourquoi donc? Parce que maman avait dit qu'il viendrait de Portland, et il l'a fait. L'huissier pleurait. J'ai vendu mon appartement de Portland début juin 2025. J'ai loué un bungalow de style craftsman jaune dans une rue calme de Bend, à 6 minutes de la ferme d'Austin et Adelina. J'ai meublé la chambre d'Iris selon ses préférences, du violet, des animaux marins, et un coin lecture dans le coin avec un petit fauteuil. Iris a emménagé le 1er juin 2025. Elle a apporté Monsieur Pickles. Elle a apporté Toby le chat. Elle a apporté une petite boîte avec les photos de sa mère, qu'elle voulait garder sur sa commode. Le premier mois a été difficile. Elle se réveillait la nuit en appelant sa mère. Je m'asseyais sur son lit. Je lui tenais la main. Je lui racontais des histoires sur Mav que j'avais apprises d'Austin et Adelina, grâce aux photos et à ses propres souvenirs. Je ne prétendais pas être un substitut. Je lui disais que sa mère était irremplaçable. Elle me posait des questions. Je répondais. Honnêtement. Elle me demandait pourquoi sa mère ne m'avait pas parlé d'elle. Plus tôt. Je lui disais la vérité avec des mots adaptés à son âge, que sa mère l'aimait, qu'elle avait fait le choix qu'elle pensait être le bon à l'époque, et
que sa mère avait travaillé très dur l'année dernière pour s'assurer qu'Iris irait bien. En août, Iris faisait ses nuits. En octobre, elle riait à mes mauvaises blagues. À Noël, elle corrigeait ma technique pour lui tresser les cheveux. En février 2026, elle m'appelait de papa sans même y réfléchir. Nous sommes maintenant au printemps 2026. J'ai 33 ans. Iris en a 7. Nous vivons dans le bungalow jaune dans une rue calme de Bend. Austin et Adelina viennent dîner tous les dimanches. Adelina apprend à Iris à faire le pain. Austin, lui, apprend à s'occuper des poules à la ferme. Iris a appelé l'une des poules Mav. Et le reste de la basse-cour la suit partout comme si c'était elle la chef. Ma mère, Bridget, nous rend visite 4 fois par an. Elle apporte des livres. Elle raconte à Iris des histoires sur moi quand j'avais son âge. Iris l'adore. Ma sœur, Emery, et son mari sont venus pour Thanksgiving avec leurs 2 garçons. Iris a rencontré ses cousins pour la première fois. Ils ont construit une cabane dans le jardin. Owen Kigley vient de Portland 2 fois par an. Il apprend à Iris a lancé une balle de softball. Il l'appelle gamine, elle l'appelle Oncle O. Je travaille toujours comme développeur logiciel senior, entièrement télétravail. Je travaille pendant qu'elle est à l'école. Je prépare le dîner presque tous les soirs. Je l'emmène à l'école tous les matins à 7h45. Je lui lis une histoire au coucher. Je n'ai pas eu de rendez-vous amoureux depuis l'appel de l'école. Je pense que j'en aurai peut-être un jour. Il y a une institutrice à son école qui s'appelle Greer Tomlinson. Elle est gentille et calme, et nous avons discuté 3 fois. Je ne suis pas encore prêt. Il y a trop de choses à apprendre d'abord. Parfois, je pense à Mav. Je ne pense pas à elle avec colère. La colère ne lui rendrait pas honneur. Elle a fait un choix qui m'a blessé et qui a blessé notre fille, mais elle a fini par comprendre qu'elle avait tort. Elle a passé les 18 derniers mois de sa vie à se préparer pour me rendre ce qu'elle m'avait pris, et elle l'a fait assez bien pour qu'à sa mort inattendue, le mécanisme fonctionne. Quand même. Elle est morte plus tôt qu'elle ne l'aurait voulu, mais elle s'était préparée à cette éventualité. C'est ce que font les mères. Je pense à l'été 2018. Je pense à Smith Rock. Je pense au café au Lone Pine. Je pense à la façon dont elle riait quand j'essayais de prononcer les Sisters comme les gens du coin. Je pense à la fille que nous avons faite ensemble sans le savoir. Je pense à quel point j'ai failli ne jamais la connaître. Si l'école n'avait pas eu mon numéro de téléphone dans ses dossiers. Cyril et Hennessy n'avait pas été assez méticuleuse pour vérifier ma date de naissance. Si Austin n'avait pas eu cet incident cardiaque ce jour-là, l'empêchant de venir chercher Iris. Si un seul de ces petits maillons de la chaîne ne s'était pas connecté, je serais encore dans mon appartement du nord-est de Portland avec mon casque à réduction de bruit sur les oreilles, travaillant sur des systèmes informatiques. Pour une société de fintech, mangeant des plats surgelés, sans avoir la moindre idée que la personne la plus importante de ma vie était à 100 km de là. À m'appeler depuis son école. L'école m'a appelé à 15h47 un mardi après-midi. Ce n'était pas une erreur de numéro. C'était l'appel le plus important de ma vie. Alors, laissez-moi vous demander quelque chose. Si un appel arrivait demain pour